3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous, directeur général et responsable de la gestion de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Igor. Igor Demac nous accompagne également. Bonsoir Igor. Bonsoir Igor. Directeur associé chez Vital Épargne, et Cyriac Dayan est également à nos côtés. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Avant d'évoquer la fin d'année, les perspectives 2024, je crois qu'il est encore temps de revenir quand même sur ce qui s'est passé au cours de ce mois de novembre en termes de dynamique de marché notamment, et ce qui a pu motiver la dynamique des marchés en novembre avec, on le rappelle, mois historique pour le 60-40, le portefeuille équilibré en actions et obligations, rallye très généralisé, on peut mettre de côté le pétrole et le dollar, mais pour le reste, tout a monté au cours du mois de novembre, avec une ampleur de hausse d'ailleurs assez spectaculaire. Qu'est-ce que vous retenez de ce mois de novembre, Igor, avec la question de la suite? Est-ce que dans ce qu'on a observé au mois de novembre, est-ce qu'il y a l'idée de germe utile pour 2024? Oui, c'est peut-être la confirmation de la fin de la volatilité obligataire, de la grande volatilité obligataire, puis de la volatilité autour des décisions de politique monétaire. Donc de toute façon, dans un environnement d'investisseurs, ce sont les taux qui dirigent absolument tout, donc parce que c'est le coût de l'argent et aussi parce que c'est la masse la plus importante. Et donc on sait aujourd'hui que la hausse des taux est derrière nous. La désinflation s'est enclenchée, le pétrole a beaucoup baissé aussi. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très favorables à la classe d'actifs obligataires. Les niveaux de volatilité sur les actions sont très bas. Sur le VIX par exemple, alors qu'on a un nouveau conflit, enfin c'est pas un nouveau conflit mais une résurgence d'un conflit de manière assez violente et brutale. Donc c'est effectivement des éléments qui ont participé au rebond de marché actions, mais on n'a pas eu le grand soir des résultats, les grandes révisions bénéficiaires en fin d'année. Donc ça dresse plutôt effectivement je dirais les fondations d'une année 2024 qui poursuit cette normalisation. Et bon, évidemment, à chaque fois qu'on a un peu de visibilité, un événement ou un risque survient, mais du point de vue macro et microéconomique, je pense qu'aujourd'hui, on a une vision assez claire de ce qui se passe. Une économie qui ralentit, qui tangente les zéros un peu partout sur l'année 2024, sauf dans les émergents, mais des taux qui vont plus monter et des bénéfices des entreprises qui se maintiennent. Donc, à part le facteur géopolitique ou électoral qui pourrait dans 2024, pour l'instant c'est un scénario sur lequel tout le monde est assez à l'aise. Ouais, quand vous dites les taux arrêtent de monter, alors il y a les taux directeurs des banques centrales, c'est une chose. Les taux ont baissé, les taux directeurs ils n'ont pas encore baissé, mais c'est le sujet, je dirais, courant de l'année 2024, mais c'est pas encore. On peut mettre de sujet. côté les risques de voir l'inflation rebondir à un certain point. En tout cas, à horizon visible de quelques mois, quelques trimestres. C'est pas l'histoire de 2024, parce que, en fonction des horizons, beaucoup expliquent encore qu'on aura un régime d'inflation sans doute différent devant nous et que 2%, c'est peut-être une limite basse, qu'on reviendra pas à 1 et moins comme on l'a vécu dans le cycle. Coupe. Non mais d'accord, mais toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs. Je pense plutôt à l'aise avec l'idée macro du ralentissement et du non-rebond de l'inflation. Avec aussi dans l'inflation mondiale une désynchronisation entre une grande zone, la Chine qui est en déflation, donc qui va quand même exporter un peu de déflation partout, et nous qui sommes dans des régimes de moindre consommation, si on ne consomme pas et qu'on ne croit pas, entre guillemets, en PIB, je ne vois pas comment les prix vont augmenter fortement. Plutôt dans cette phase d'accalmie, mais avec des prix qui restent élevés. Prix des produits, des services. Bon, sur les histoires de baisse de taux, je ne sais pas, Igor, si vous voulez distinguer des baisses de taux de recalibration ou d'accommodation. Je pense qu'il faut remettre de la magnitude ou de l'ampleur dans les mots qu'on utilise. Une récession à moins 0,2, moins 0,5, dans l'échelle de temps d'un PIB. Non. Récession, c'est contraction de l'activité économique généralisée et élargie. C'est pas les 2 trimestres. Non. Mais ils le font tout le temps, ça, les US. Voilà. Non. Donc, récession au sens NBER. Non. Être à plus 0,5 ou à moins 0,5, ça change pas tellement la trajectoire globale du monde et des États-Unis, puisque c'est le pays directeur. Après, sur le plus long terme, là, je réponds sur la stagflation, c'est quand même pas évident quand on voit ce qui se passe en Chine et quand on voit ce qui se passait au Japon, qui a quand même vécu une forme pas de stagflation, mais de croissance très faible avec... de déflation, c'est comme ça. C'est pire. Oui. Mais c'est un peu les mêmes scénarios, c'est-à-dire qu'en fait, le régime des prix se déconnecte.
et puis on n'arrive plus à créer de la croissance. Donc c'est quand même aussi un scénario qui est difficile. Je pense que on n'est pas capable aujourd'hui d'assumer sur le moyen long terme un régime des prix, parce qu'il y a des dynamiques démographiques qui sont très défavorables dans le monde occidental, mais aussi dans le monde émergent. Et puis il y a des dynamiques aussi de prix sur les matières premières. Donc moi, sur le moyen long terme, je ne suis pas capable de dire si les prix vont vraiment beaucoup monter, se stabiliser. La capacité de croissance des États-Unis, là, je suis d'accord, elle est là. Il n'y a pour l'instant aucun indicateur qui nous dit qu'ils peuvent plus innover, plus financer, plus se servir du dollar et de la dette comme moteur de financement. Bon, après, l'Europe, c'est une autre question, mais on voit bien que notre potentiel de croissance est moins fort. Oui. Et il en faut quand même un petit peu pour soutenir les équilibres sociaux. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas... le pire pour les marchés, et je dirais pour les populations, c'est des accidents de croissance majeurs. C'est-à-dire, c'est des chocs qui sont les chocs pétroliers, c'est 2008, c'est des chocs où le PIB mondial perd 5-6% et le financement mondial s'arrête. Bon, on est obligé de passer par des phases d'assouplissement, de lending, soft lending. Mais si on tangente zéro après tout ce qu'on a vu depuis 2 ans, je pense que c'est un très très bon résultat. Enfin, personnellement, je ne l'aurais pas imaginé. C'est inespéré. Voilà, c'est inespéré. Sur la diversification action, puis je voudrais qu'on parle de l'or aussi avec vous, Igor. Oui, alors c'est difficile pour des épargnants purement français-européens d'aller chercher des émergents, parce que on parle de la Chine, mais la Chine, l'histoire, elle est plus du tout comme elle était il y a 5-10 ans, où vous vous souvenez, on avait des gens qui nous disaient oui, c'est de la croissance pérenne, stellaire, éternelle. Les GAFAM, les BATX, voilà, c'était équivalent. Voilà, et puis on a eu le risque politique, et puis on a maintenant la machine à destruction démographique qui s'est mise en route. C'est un pays qui perd 1 million d'habitants par année. Donc, bon, c'est une histoire qui est totalement différente. Il y a une dynamique de déflation. Il y a une croissance qui est passée de 10 à 4. Enfin, bon, donc, oui, il y a une décote, mais j'allais dire, elle est un peu justifiée quand même, cette décote. Et la Chine, malheureusement, ou heureusement, mais ce n'est pas le même régime d'investissement que nous. Donc on ne peut plus dire non mais la Chine c'est le moteur économique du monde et puis il faut y aller. Donc c'est plus difficile. Oui, c'est plus un one-way trade comme ça pouvait l'être. Bon, ça l'a jamais été. Moi, jamais. Non. Et le MSCI, non, mais il y a des moments d'opportunité. Les actions chinoises ont toujours fait moins bien sur longue période que les actions américaines. On n'a qu'à prendre les différentes périodes, mais bon après c'est pas les mêmes marchés, il n'y a pas la même liquidité. Donc les émergents c'est des choix un peu tactiques. Effectivement, il faut vraiment arriver au point bas et sortir vite. Enfin, c'est vraiment des opportunités. Après, moyen, long terme, c'est pas possible de dire que parce que l'Inde a une population d'1,2 milliard, 1,3 milliard, il faut y être. Non, ça se passe pas comme ça, l'investissement. En revanche, sur les small et mid, moi, je pense qu'en France, on en a pas mal. Alors évidemment, en fait, en masse de résultats, mais Louis le dira, ça représente pas grand-chose. Donc en fait, quand il y a des révisions en baisse des résultats des small et mid cap, en fait, ça se voit pas beaucoup dans la masse globale. Mais il y a quelque chose, je pense, à faire. Bien sûr, il y aura des démarrages et puis des choses qui vont pas marcher. Mais dès que l'environnement macroéconomique va se restabiliser, bon, c'est quand même des actifs un peu liquides. C'est facile de faire monter les cours. Donc un tout petit peu de flux peut faire vite monter la sauce. Même dans une phase de ralentissement telle qu'on l'a devant nous, d'accord, il faut que ça se stabilise. C'est mieux quand même. C'est mieux. Je comprends. Elles souffrent toujours beaucoup plus parce que d'abord elles ont moins accès au financement que les larges. Ouais. Donc le coût de financement, la distribution de crédit, et qu'elles subissent. Quand les marges des larges sont protégées, c'est parce que en fait les grandes entreprises ont quand même coupé chez les fournisseurs. Donc c'est un jeu normal. Et je suis plus à l'aise à dire à des clients français, regardez les small et mid cap ou micro cap européennes, plutôt que leur dire les actions indiennes ou chinoises. Je pense que c'est plus proche de leur... D'accord. Et en plus, je pense qu'on a un avantage de valo qui est sensiblement le même quand on fait le paradigme, normes, gouvernance, etc. Donc, non, mais... Tout ça reste un peu la même idée. L'idée qu'on peut regarder autre chose que les 7 magnifiques pour attendre des performances boursières et l'or prochain. Alors non, mais l'or, pas pour terminer déjà. Pourquoi l'or est à un plus haut historique aujourd'hui? Et est-ce que c'est un moment opportun parce qu'il y a du momentum justement pour investir ou augmenter peut-être le poids de ces investissements dans l'or? C'est l'actif de la peur.
Alors, chez les jeunes générations, il y a le crypto-actif, le Bitcoin. Bon, chez les vieux investisseurs, il y a l'or. Évidemment, après, il y a leur physique, leur papier. Bon. Je pense que quand il y a un débasement général entre le régime des prix, le régime de croissance, le dollar qui s'affaisse un peu, tout ça, ça milite pour une espèce d'actif refuge, mais qui est un actif sans rendement et qui est libellé en dollars. Donc, il faut aussi pas oublier que on peut rarement gagner sur un actif et sa monnaie sous-jacente en même temps. Sur longue période. Là, par exemple, le dollar. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Le dollar baisse et les métaux, les précieux montent. Voilà, oui. Mais ça serait mieux si le dollar montait, peut-être pour un investisseur américain. Nous, en tant qu'investisseurs européens, je pense que l'or, ça reste dans un portefeuille entre 5 et 10%, quelque chose qui est possible. On ne mettra jamais plus parce que ça stabilise un peu. Ça fait partie du refuge quand le régime de prix, il n'est pas très lisible, même si on dit qu'il y a des inflations. On en a parlé, il y a de la déflation en Chine. Donc, c'est toujours intéressant. Bon, ça a bien remonté. Est-ce qu'il faut y aller maintenant à 2000 ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est utile. C'est des actifs qui restent minoritaires dans les allocations. Moi, je suis quand même plus à l'aise à avoir un lingot d'or qu'un bitcoin chez moi, mais après... Je suis peut-être de la vieille génération. Oui, non, mais bon, et il n'y a pas que les lingots, hein, c'est ce que vous disiez, il y a plusieurs manières d'investir dans l'or, on n'est pas obligé d'aller, même si c'est peut-être une des meilleures manières de faire, je ne sais pas, là-dessus. Les métaux précieux, il y a aussi beaucoup de métaux qui suivent des dynamiques industrielles, le palladium est très lié aux acteurs automobiles, donc bon, je pense que c'est difficile de prendre chaque matière première, il est difficile d'avoir une vue sur chaque matière première, c'est vraiment des métiers spécialistes. Moi je trouve que l'or jusqu'à présent a plutôt joué un rôle assez stabilisateur dans les portefeuilles en étant très minoritaire, beaucoup plus que le Bitcoin. Lui fait quand même un yo-yo. C'est vrai que sur longue période, on regarde l'or c'est pas quelque chose de très facile à lire en termes de cours parce qu'il n'y a pas de rendement et la dynamique de l'offre et la demande physique est un petit peu mis de côté par rapport à l'or papier. Et une action, ça se valorise avec son cash flow et une obligation avec son coupon et sa maturité. Il y a un potentiel de bonne surprise en Europe et pour les actifs européens, partant de décotes et de valorisation effectivement assez basses. On n'attend jamais rien de la zone euro. Enfin, si, on attend souvent que des choses négatives et des déceptions. Je ne vais pas refaire toute la série des dernières décisions de rating depuis un mois par les agences de notation, mais c'est Portugal relevé de 2 crans, la perspective négative de l'Italie qui est neutralisée à stable, c'est la Grèce qui est remontée investment grade chez au moins 2 grandes agences, et la France pour l'instant qui est maintenue. C'est-à-dire que par rapport à ce que certains attendaient, c'est déjà presque des surprises positives, entre guillemets. Alors, au niveau vraiment de ces notes, c'est des surprises positives qui sont, en tout cas, hormis l'Italie, la Grèce, qui sont pour moi plus importants, mais qui, voilà, dans le cas de la France, c'était pas pour nous un enjeu majeur, mais c'est quand même des dynamiques positives, en effet. Il y a pour moi un élève malade, c'est l'Allemagne quand même. On a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que la zone euro sans l'Allemagne qui fonctionne, c'est compliqué. Et on a le professeur qui est malade, c'est pas l'élève. Et c'est vrai qu'on a quand même ce point-là qui est vraiment une zone d'incertitude parce qu'on le notait, c'est que les résultats des actions aujourd'hui, c'est plutôt en Italie qu'il faut regarder si on veut des bonnes performances en Europe et en zone euro. C'est plutôt dans les pays qui avaient été mis de côté pendant des années. Alors ils profitent aussi des biais financiers, par exemple dans le cas de l'Italie. Donc tout ça est en train un peu de s'inverser, mais néanmoins, pour que la zone euro reparte, on va dire, dans une dynamique plus positive, il faut que les pays du Nord, alors ça peut paraître étonnant, mais il faut que les pays du Nord finalement repartent également dans une dynamique positive. Et c'est un peu la zone d'incertitude que je vois aujourd'hui avec des Allemands qui restent quand même, quand vous écoutez le président de la Banque centrale allemande, on est loin aujourd'hui d'avoir une position extrêmement sympathique sur les baisses de taux dont on parlait en début d'émission. Et puis je précise dans le cadre budgétaire, parce que c'est l'explosion du modèle allemand, c'est aussi la fragilisation du modèle budgétaire tel qu'il est conçu sur le plan constitutionnel en Allemagne, intervient au moment où on a un Eurogroupe et un Conseil européen la semaine prochaine qui doivent normalement définir le périmètre du nouveau cadre budgétaire, des nouvelles règles budgétaires pour l'ensemble des pays européens. Beaucoup d'analystes estiment que ce qui se passe en Allemagne va rendre la discussion encore un peu plus difficile. Vous disiez, Igor, non ?
le maître qui est malade, oui, le professeur. C'est le maître de l'Europe. Budgétairement, c'était. Puis on a vu finalement, il y a quelques facéties de construction budgétaire. Quelques circonvolutions, oui, effectivement. C'était un petit peu pareil avec le système bancaire allemand dont on disait qu'il était très très solide, et puis on a découvert les Sparkassen. Donc, on le dit plus depuis 2008, effectivement. Après, c'est vrai que c'était une économie, une industrie qui s'est construite sur les matières premières, et notamment le gaz et l'énergie peu chères, en provenance de Russie. Ça, c'est derrière l'Allemagne, mais ils ont... c'est derrière eux, pardon. Et puis, je crois qu'ils sont rentrés très tôt dans la crise. Donc, c'est vrai que je souscris assez bien au scénario qu'ils vont peut-être en sortir un peu plus tôt que les autres, ou avec un rebond. Sachant qu'ils ont les marges de manœuvre, c'est ça qui est terrible dans leur débat budgétaire, c'est que l'argent, ils l'ont, et en tout cas, ils peuvent l'avoir s'ils le souhaitent. En excédent budgétaire, c'est toujours mieux, pour son économie. Bon, on suivra Eurogroupe cette semaine, effectivement. Important avant un Conseil européen la semaine prochaine qui devrait normalement déterminer les paramètres des futures règles budgétaires en Europe. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Igor Demac, directeur associé chez Vital Épargne, Cyriaque Dayan, gérant diversifié chez Sansot IS, et Louis Defels, directeur général et responsable de la gestion de Gay-Lussac Gestion.